Mon mari, Sterling, a décidé que je n'étais pas digne de son nouveau cercle d'élite. Il m'a dit de ne pas me présenter à la fête de l'entreprise que je l'avais aidé à construire, et sa famille a pris son parti. Pour une fois, je n'ai pas discuté. Je suis simplement parti pour la côte. Alors que le coucher de soleil s'estompait, mon téléphone s'est illuminé de dizaines de messages. Bonjour à tous. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous plonger dans cette histoire. La matinée a commencé comme toutes les autres, mais avec une tension palpable. Sterling, mon mari, était déjà dans son costume de créateur à 5h45, ajustant sa cravate devant le grand miroir que nous avions installé spécialement pour capter la lumière du matin. C'était le jour du grand gala des investisseurs de série C pour Nexus Technologies, l'entreprise que nous avions bâtie de A à Z. Je suis entré dans notre chambre, celle que nous partagions depuis 7 ans, et je lui ai proposé de répéter son discours avec lui. Je l'avais fait des milliers de fois. Je connaissais le script mieux que lui. Reste là, a-t-il ordonné, en désignant un coin près de la porte de la salle de bain, sans se retourner. Je dois m'entraîner pour ma présentation aux investisseurs, et tu me déconcentres. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au cou. Je me souviens lui avoir fait une simple suggestion sur la formulation des projections salariales. Il s'est finalement retourné, mais seulement pour regarder son reflet, pas moi. En fait, c'est pour un public d'un autre calibre que celui auquel tu es habitué. Ce sont des investisseurs en capital risque internationaux, pas tes anciens clients de MC Kinsey. Aïe. Ces anciens clients de MC Kinsey avaient été la bouée de sauvetage de Nexus la première année, mais cette contribution avait apparemment été effacée du récit officiel. Puis est venu le vrai coup de poing. Ma mère, Prudence, sera là ce soir pour me soutenir comme il se doit. Elle comprend ce monde. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte, le regardant s'entraîner à se sourire à lui-même, ce sourire confiant et lisse qui n'était pas le sien, et j'ai enfin réalisé. J'étais devenu invisible dans mon propre mariage. Les signes s'étaient accumulés depuis des mois, de petites insultes comme des coupures de papier que j'avais justifiées par le stress de la levée de fonds. Mais en le regardant répéter des expressions faciales comme un acteur, j'ai compris que ce n'était pas du stress. C'était ce que Sterling Morrison était devenu. Ou peut-être ce qu'il avait toujours été, sous les suites à capuche de start-up et les moments de vulnérabilité où il avait désespérément besoin de moi. Il y a 3 ans, Sterling ne pouvait même pas se tenir devant un miroir sans se mettre à transpirer. Je me souviens l'avoir trouvé dans notre garage à 3h du matin, essayant de mémoriser une présentation de 2 minutes. Ses mains tremblaient si fort qu'il ne pouvait pas tenir le papier. J'avais passé toute la nuit à le coacher, à lui faire des exercices de respiration, à l'enregistrer sur mon téléphone. Le matin, il avait fait une présentation impeccable et avait obtenu notre financement de démarrage. Maintenant, il rejetait mes anciens clients comme s'ils n'étaient rien. Ces mêmes relations que j'avais mises à profit après mes 5 ans au cabinet, en demandant des faveurs, en organisant des réunions le week-end, en transformant des conversations informelles autour d'un café en démonstration de produits. 3 contrats d'une valeur de 2 millions de dollars en revenus récurrents qui ont maintenu Nexus en vie sa première année. J'avais sacrifié ma propre potentielle promotion chez MC Kinsey pour son rêve. Tu es encore là. A demandé Sterling, toujours face au miroir, s'entraînant à son rire posé, celui qui ne ressemblait en rien à son vrai rire légèrement nasal. Je n'avais pas entendu le vrai depuis 6 mois. Je suis retourné dans la cuisine. Mes pieds nus étaient silencieux sur le sol en marbre que nous avions choisi ensemble lorsque nous avions signé le bail de ce Penthouse. À l'époque, Sterling avait insisté pour que nous ayons un endroit qui impressionnerait les investisseurs. J'avais accepté, même si le loyer consommait près de la moitié de notre budget. Maintenant, je réalisais que j'avais meublé sa scène, pas notre maison. Je préparais le café quand mon téléphone a vibré. C'était un texto de Gwendaline, mon ancienne collègue de MC Kinsey, qui était maintenant directrice des opérations de Nexus, un poste que je l'avais aidé à obtenir. Le message ne contenait aucun mot, juste une capture d'écran qui m'a noué l'estomac. C'était un document budgétaire interne pour le gala de ce soir. J'avais l'habitude de préparer ces feuilles de calcul pour Sterling quand il apprenait encore à gérer les finances de l'entreprise. Sous une section intitulée « Considérations stratégiques » se trouvait la ligne qui m'a glacé. Optimisation de la participation,
présence des conjoints limitée aux membres du conseil d'administration et au cadre supérieur répondant à des critères spécifiques. Et puis la note en dessous, précise et vicieuse, L. Morrison ne correspond pas au positionnement actuel de l'entreprise. Se référer à l'avis consultatif de la famille. Avis consultatif de la famille. Cela signifiait Prudence et Leland Morrison, les parents de Sterling. Les mêmes personnes qui, la première année de Nexus, appelaient ça le hobby coûteux de Sterling et lui suggéraient de retourner à la fac de droit. Ils n'ont changé de discours que lorsque le financement de série B est arrivé. Et soudain, leur fils valait 20 millions de dollars sur le papier. Maintenant, ils le conseillaient sur le conjoint qui répondait aux critères pour un événement d'entreprise. J'ai pensé à notre bureau dans le garage où Nexus est né. La table de camping que nous utilisions comme bureau. Le matelas gonflable que nous gonflions quand nous étions trop épuisés pour rentrer chez nous en toute sécurité après des sessions de codage de 18 heures. J'avais écrit la moitié du code initial de la plateforme pendant que Sterling se concentrait sur l'architecture. Mes contributions étaient intégrées dans chaque ligne du produit qui l'avait rendu riche. J'ai posé le document sur l'îlot de la cuisine, fixant la preuve froide et dure. C'était délibéré. Ce n'était pas une question de stress ou de distraction. C'était une décision d'entreprise. J'ai immédiatement appelé Gwendaline. Elle a répondu à la première sonnerie, sa voix basse et prudente. « Lana, je suis tellement désolée », a-t-elle murmuré. « Je viens de voir la liste finale des participants. Je n'arrive pas à croire qu'ils te fassent ça. C'est stratégique, me suis-je entendu dire, en écho au jargon d'entreprise de Sterling. Apparemment, je ne projette pas la bonne image pour les investisseurs en capital risque internationaux. C'est complètement absurde, et tu le sais. Tu as construit la moitié de cette entreprise. Tes relations ont apporté les premiers revenus. Bon sang, tu as appris à Sterling à lire un bilan à travers la porte de la chambre. Je pouvais entendre Sterling s'entraîner à sa présentation en arrière-plan, sa voix portant la confiance artificielle qu'il avait acquise grâce à un coaching de direction coûteux. Nexus Technologies représente l'avenir des solutions de plateforme intégrées, a-t-il déclaré à son reflet. Fini l'homme qui avait autrefois décrit notre entreprise comme « essayer de rendre les logiciels d'entreprise ennuyeux un peu moins ennuyeux ». J'ai baissé la voix. Gwendaline, est-ce que tout le monde dans l'entreprise sait que je ne suis pas invité ce soir? La pause m'a tout dit. Le bruit d'une tasse qui tombe en arrière-plan. L'équipe de direction le sait. Sterling l'a annoncé à la réunion de direction d'hier. Il a dit que c'était une décision stratégique prise en consultation avec le conseil d'administration et les conseillers familiaux. Conseillers familiaux. Voilà encore. J'avais été évaluée par un comité et jugée insuffisante. Les mots de Gwendaline flottaient dans l'air alors que je posais mon téléphone. L'humiliation n'était plus privée. C'était la politique de l'entreprise. J'ai passé les 2 heures suivantes dans un état second. J'ai essayé de faire la lessive, mais j'ai juste mis la même charge dans la machine à laver 3 fois. J'ai essayé de payer une facture, mais je n'arrêtais pas de taper le mauvais numéro de compte. J'ai ressenti ce besoin intense de quitter le Penthouse, de sortir de la scène que j'avais aidé à construire pour lui. À 14 heures, le silence du Penthouse me criait dessus. Je me suis habillé avec soin, dans mon meilleur tailleur, le costume anthracite que j'avais porté lors de la clôture de notre série B. J'ai conduit jusqu'au siège de Nexus. Le bâtiment brillait sous le soleil de l'après-midi, tout en verre et en acier ambitieux. Le gardien de sécurité, Marcus, qui me connaissait depuis que nous opérions dans un espace de coworking, a semblé terriblement mal à l'aise quand je suis entré dans le hall. « Bonjour, Madame Morrison », a-t-il dit, sans vraiment croiser mon regard. Il savait aussi. Le trajet en ascenseur jusqu'au 20e étage m'a semblé interminable. Quand les portes se sont ouvertes, Jennifer, la dernière assistante de Sterling, a levé les yeux et son visage est devenu pâle. Lana, Monsieur Morrison est en réunion avec des investisseurs en ce moment, a-t-elle balbutié. Je sais, ai-je dit, en passant devant elle en direction du bureau d'angle de Sterling. À travers les parois vitrées, je pouvais le voir faire des gestes devant une présentation. 3 hommes en costume hochaient la tête. Tout dans ce bureau était calculé pour un impact maximal, y compris, apparemment, mon absence. 20 minutes plus tard, les investisseurs sont sortis. Sterling se tenait dans l'embrasure de sa porte, son expression indéchiffrable. « Il faut qu'on parle », ai-je dit. Il s'est écarté, me laissant entrer,
puis a fermé la porte. Le bureau sentait son parfum, quelque chose de français que Prudence lui avait offert. Je me suis dirigé vers son bureau, plaçant l'imposante surface en chêne entre nous comme une barrière. « Tu es venu faire une scène ?» a-t-il demandé, en ajustant la cravate Hermès que sa mère lui avait offerte à Noël dernier. Je suis venu pour une explication, une vraie, pas du double langage d'entreprise. Sterling a soupiré, de la façon dont il le faisait maintenant quand il pensait que j'étais déraisonnable. Lana, ces investisseurs ce soir, ils ne sont pas de Seattle. Ce sont l'élite de la Silicon Valley, des investisseurs en capital risque internationaux qui s'attendent à un certain niveau de sophistication. Tu es brillante en stratégie, je te l'accorde. Mais là, c'est une question d'adéquation culturelle. Adéquation culturelle, ai-je répété, laissant les mots en suspens. J'ai un MBA de Northwestern. J'ai travaillé chez McKinsey pendant 5 ans. À quelle culture ne suis-je pas adapté? Ce n'est pas si simple. Il s'est approché de la fenêtre, regardant l'eau. Ces gens sentent les choses. Ils lisent les signaux subtils. La façon dont quelqu'un tient un verre de vin, les références qu'ils font dans la conversation, s'ils passent l'été dans les Hantons ou à Martha S. Vineyard. Tu ne parles pas leur langue. J'ai senti une autre bouffée de chaleur me monter au cou. Je parle 3 langues couramment, ai-je rétorqué, y compris les langages de programmation qui ont construit la plateforme dans laquelle ils investissent. Ce n'est pas ce que je veux dire, et tu le sais. Le souvenir du dîner du mois dernier au domaine de ses parents est soudainement devenu vif. Prudence m'avait présenté à son ami, dont le mari dirigeait une société de capital investissement. J'étais entré dans le salon, oui, ils appelaient ça un salon, pour entendre Prudence dire « Et voici la femme de Sterling, Lana ». Elle aidait au marketing à l'époque où l'entreprise était encore petite. Aidait, petite, chaque mot choisi pour diminuer ma contribution continue. Ta mère a été très claire le mois dernier sur le fait que je n'appartiens pas à votre monde, ai-je dit. Maintenant, Sterling s'est retourné, son visage figé dans cette expression de réunion du conseil d'administration. Ma famille comprend cet environnement. Ils en font partie depuis des générations. Ils ne veulent que le meilleur pour l'entreprise. Le meilleur pour l'entreprise, ai-je dit lentement, ou le meilleur pour leur image? Il est retourné à son bureau. Écoute, ma famille est d'accord pour dire que parfois, la chose la plus solidaire qu'un conjoint puisse faire est de se mettre en retrait. Ce n'est pas personnel. Depuis quand Prudence et Leland sont-ils le conseil d'administration de notre mariage? J'ai senti la chaleur monter dans ma voix. Ce sont des conseillers. Ils ont de l'expérience avec ce niveau de société. Ce niveau de société. Le niveau où les épouses sont évaluées par un comité et jugées insuffisantes. Maman dit que ta présence pourrait envoyer le mauvais signal à des investisseurs potentiels valant des centaines de millions. Ces gens s'attendent à un certain type de présentation. Un certain type d'épouse, tu veux dire, les jeux défiés. Il n'a pas nié. Au lieu de cela, il a regardé sa nouvelle montre Patek Philippe. Le gala commence dans 4 heures. Je dois me préparer. C'était ça. Le renvoi. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce que cela signifiait. Tu as raison, ai-je dit doucement, en me levant. Je ne m'intègre pas dans ce monde que tu as créé. Le monde où les gens sont évalués comme des options sur action et où les mariages sont traités comme des accords de fusion. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné, mon regard croisant le sien. Tes parents doivent être si fiers. Tu es enfin devenu exactement ce qu'ils ont toujours voulu. Quelqu'un qui mesure la valeur humaine en termes de valeur stratégique. Le trajet de retour aux Pentouses a duré 12 minutes. Je les ai passés à faire une liste mentale. Au moment où je me suis garé, j'avais déjà consulté des locations de vacances sur mon téléphone. Cannon Beach, Oregon. Un cottage sur la côte, disponible immédiatement. Les photos montraient des murs en bois brut, des meubles dépareillés, et une vue imprenable sur le Pacifique. Tout ce que Sterling considérait comme indigne de notre statut. J'ai commencé à faire mes bagages. J'ai choisi des vêtements que Sterling avait toujours critiqués. Les jeans confortables qu'il disait avoir l'air trop décontractés. Les suites d'université qu'il prétendait ne pas être appropriées pour quelqu'un dans notre position. Les vieilles baskets qu'il avait essayé de jeter parce qu'elles n'étaient pas de marque. Chaque article me donnait l'impression de récupérer un morceau de moi-même que j'avais progressivement abandonné. Je n'ai rien emporté de marque. Pas de talons chers.
Je n'avais pas besoin d'être prête pour un enterrement impromptu ou un événement caritatif. J'avais juste besoin d'être Lana. Le Penthouse ressemblait à un musée alors que je le traversais une dernière fois. Chaque meuble choisi avec soin, chaque œuvre d'art placée avec précision, tout sélectionné pour projeter le succès et la sophistication. Rien de tout cela ne ressemblait à un foyer. J'ai laissé mon jeu de clés sur le comptoir en marbre à côté de l'invitation pour le gala de ce soir qui ne portait que le nom de Sterling. Pas de mots, pas d'adieu dramatique, juste l'absence, nette et simple. Laissez-le expliquer ça à ses conseillers stratégiques. Le trajet hors de Seattle m'a semblé être une expiration après avoir retenu mon souffle pendant 3 ans. Dans le rétroviseur, la ligne d'horizon de la ville rapetissait. Toutes ces tours de verre pleines de gens calculant la valeur des autres. J'ai conduit pendant des heures, la Pacific Coast Highway s'étendant devant moi alors que le crépuscule tombait, mes phares perçant le brouillard côtier qui s'avançait comme une chose vivante. À quelques heures de Seattle, j'ai finalement tourné sur le chemin de gravier qui menait au cottage. Le GPS de ma voiture peinait à maintenir le signal. Quand la petite maison en bois est apparue à travers la brume, perchée sur sa falaise comme un nid d'oiseau, quelque chose dans ma poitrine s'est desserré pour la première fois depuis des mois. Elena, la propriétaire, se tenait sur le porche, vêtue d'une salopette tachée de peinture et tenant une lanterne qui projetait une lumière chaude. Ses cheveux gris étaient tordus en un chignon désordonné maintenu par ce qui semblait être un pinceau. Son sourire ne portait aucun jugement, seulement de la bienvenue. « Vous devez être Lana », a-t-elle dit, sa voix portant un léger accent. « Vous ressemblez exactement à quelqu'un qui a besoin de disparaître pendant un moment. » La justesse de son observation aurait dû être troublante, mais au lieu de cela, c'était comme une permission. Elle m'a tendu les clés, lourdes et anciennes, puis a désigné une bouteille de vin rouge posée sur la balustrade du porche. « Vignoble local », a-t-elle expliqué, pour tout ce que vous fuyez ou célébrez. Parfois, c'est la même chose. Le cottage ne ressemblait en rien à notre Penthouse de Seattle. Les planchers craquaient, les fenêtres tremblaient dans le vent. Mais quand j'ai posé ma valise et regardé par les fenêtres embuées de celles l'océan infini, je me suis senti plus chez moi que je ne l'avais été depuis des années. Cette première nuit, je me suis assise sur le canapé chaud avec le vin d'Elena et j'ai écouté la conversation constante de l'océan avec le rivage. Pas de bruit de la ville, pas de notification par email, pas de Sterling s'entraînant à ses discours, juste le fracas rythmé des vagues. J'ai mis mon téléphone en mode avion et je l'ai enfoui au fond de ma valise. Le lendemain matin est arrivé avec un soleil agressif et le bruit des mouettes qui se disputaient. J'ai fait du café dans l'ancienne cafetière à percolation, du genre qui demandait une attention réelle au lieu de simplement appuyer sur un bouton, et j'ai emporté ma tasse sur la terrasse. Le Pacifique s'étendait devant moi, infini et indifférent, ne se souciant pas des rapports trimestriels ou du positionnement stratégique. J'ai passé cette première journée à marcher sur la plage jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal. Je me suis arrêté pour examiner la spirale parfaite d'un coquillage, la façon dont le varech ressemblait à de la calligraphie. Mes doigts se sont souvenus de comment utiliser le vieil appareil photo que j'avais apporté, celui que j'avais acheté à l'université quand je rêvais d'être photographe avant que MC Kinsey ne me recrute. Le deuxième jour, j'avais établi une routine qui aurait horrifié Sterling. Me réveiller quand mon corps le décidait. Café sur la terrasse. Longue promenade sans destination. Lire de vrais livres, ceux que j'avais achetés des années auparavant mais jamais ouverts parce qu'il y avait toujours un autre dossier de présentation à réviser, une autre présentation aux investisseurs à peaufiner. Le troisième matin, Elena est apparue sur ma terrasse, portant sa propre tasse de café et un carnet de croquis. « Ça vous dérange si je me joins à vous ?» Nous sommes restés assises dans un silence confortable pendant un moment. « Vous avez ce regard », a-t-elle finalement dit, sans lever les yeux de son dessin, de quelqu'un qui recalcule toute sa vie. C'est si évident. Je gère ce cottage depuis 15 ans. J'ai vu toutes sortes d'évadés. Des cadres divorcés, des médecins en burn-out, des écrivains en panne d'inspiration. Vous êtes dans la catégorie où je viens de réaliser que je vis la vie de quelqu'un d'autre. J'ai ri, surprise par l'amertume du son. Mon mari a décidé que je n'étais pas assez sophistiqué pour son nouveau cercle social. Plus précisément, je ne réponds pas aux critères pour assister au gala des investisseurs de son entreprise, celle que j'ai aidé à construire. Elena a reniflé, retournant à son croquis. Il a réussi, et soudain, vous n'étiez plus le bon type d'accessoire. Ses parents sont d'accord pour dire que je pourrais envoyer le mauvais signal aux investisseurs internationaux. Vous savez ce que j'aime dans l'océan ?
Ils se fichent de votre valeur nette. Les vagues se brisent de la même manière pour les milliardaires et les artistes. La marée ne vérifie pas votre portefeuille avant de monter. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 3 ans. J'ai préparé un repas sans regarder l'heure, sans me soucier de savoir s'il serait assez photogénique pour la présence sur les réseaux sociaux que Sterling insistait pour que nous maintenions. J'ai fait des pâtes au beurre et à l'ail et je les ai mangées sur la terrasse pendant que le soleil se couchait. Plus tard, j'ai trouvé un journal vierge jauni. J'ai commencé à écrire. Au début, c'était à propos de Sterling, la blessure, l'humiliation. Mais progressivement, d'autres choses ont émergé. L'entreprise de photographie que j'avais rêvé de lancer. Le roman que j'avais esquissé mais jamais écrit parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus important à faire pour Nexus. Le poste d'enseignante que j'avais refusé parce que Sterling disait que nous devions nous concentrer sur notre entreprise. Sauf que ça n'avait jamais été notre entreprise. C'était son entreprise que j'avais aidé à construire, son rêve que j'avais soutenu. Quelque part au cours de ces 3 années de codage et de feuilles de calcul, j'avais oublié que j'avais eu des rêves, moi aussi. Des rêves qui n'impliquaient pas d'introduction en bourse ou de valorisation boursière. Le 4e matin s'est transformé en 4e soirée. J'étais assise sur la terrasse avec un verre du vin d'Elena. 7 octobre, 19h15. À 650 km de là, les portes de la grande salle de bal du Fairmont Olympic Hotel s'ouvriraient pour le gala des investisseurs de Nexus Technologies. Je pouvais l'imaginer parfaitement. La salle de bal transformée avec l'éclairage précis que nous avions sélectionné. Les arrangements floraux du fournisseur que j'avais recherché. Les cocktails signatures que j'avais suggérés en fonction des préférences des investisseurs allemands que j'avais découvertes grâce à une enquête minutieuse sur leurs événements précédents. Chaque détail portait mon empreinte invisible, tandis que ma présence réelle avait été jugée inappropriée. Mon téléphone était posé face contre table sur la table en bois, toujours en mode avion. Mais la curiosité, ce terrible défaut humain, a commencé sa démangeaison familière. Et si quelque chose avait mal tourné avec le traiteur? Et si la présentation de Sterling avait eu des problèmes techniques? À 19h43, j'ai allumé mon téléphone. L'écran a immédiatement explosé. Le son de notification est devenu un bourdonnement continu alors que les messages affluaient plus vite que l'appareil ne pouvait les traiter. 26 appels manqués. 42 textos. 17 emails marqués, urgent. Le téléphone est devenu chaud dans ma main. Le nom de Gwendaline dominait les appels manqués. Ces textos ont commencé de manière professionnelle et ont sombré dans le chaos. Lana, s'il te plaît, appelle dès que tu auras ce message. Il y a un problème avec les investisseurs allemands. Sterling a besoin que tu appelles immédiatement. Appelle-moi maintenant. Tout implose. Où es-tu? C'est de la folie. Les investisseurs partent. Sterling fait une crise de nerfs. Puis, quelque chose qui m'a fait redresser. Un texto de Prudence Morrison. En 7 ans de mariage, ma belle-mère ne m'avait jamais contacté directement. Urgence familiale. Tu dois appeler immédiatement. J'ai d'abord appelé Gwendaline. Elle a répondu avant la fin de la première sonnerie. Dieu merci, a-t-elle haleté. Je pouvais entendre le chaos en arrière-plan, des voix fortes, des chaises qui raclent, quelqu'un criant à propos de la gestion de crise. Lana, où étais-tu? Tout s'effondre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands sont arrivés. Les documents de diligence raisonnable. Oh mon Dieu, Lana. J'ai essayé de prévenir Sterling, mais il n'a pas voulu écouter. J'ai essayé de garder ma voix stable. Gwendaline, calme-toi. Qu'en est-il des documents? Je l'ai entendu prendre une profonde inspiration tremblante. Tu te souviens de cet analyste junior que Sterling a embauché le mois dernier? Kevin quelque chose. Il a été chargé de compiler le dossier de diligence raisonnable pour les investisseurs allemands. Sterling lui a dit d'être minutieux. D'inclure tout ce qui montrait l'excellence opérationnelle de Nexus. Mon estomac s'est noué. Et il a tout inclus. Lana, tout. La voix de Gwendaline a baissé. Toutes les communications internes sur le gala de ce soir, les documents budgétaires, les chaînes de mai, y compris le document de considération stratégique qui te listait comme exclu pour ne pas répondre aux critères. Et l'email de Sterling au conseil d'administration où il a écrit. Elle a fait une pause et je pouvais entendre des papiers bruisser, point où il a écrit.
La présence de ma femme pourrait envoyer le mauvais signal sur notre sophistication d'entreprise. Après consultation avec mes conseillers familiaux, nous avons déterminé que sa participation ne serait pas alignée avec notre positionnement pour l'investissement international. Le verre de vin a glissé de ma main, se brisant sur la terrasse. Le liquide rouge s'est répandu sur le bois usé comme du sang. Les Allemands l'ont vu, a murmuré Gwendaline. Karen Hoffman elle-même, tu sais, l'associée directrice de Rhin Technique Venture, celle qui contrôle 2 milliards d'actifs. Elle examinait les documents pendant le cocktail. Sterling était au milieu de sa présentation sur les valeurs et la culture d'entreprise de Nexus quand elle s'est levée. Elle s'est levée devant tout le monde, l'ANA, 200 personnes. Tous les principaux investisseurs, tout le conseil d'administration. Elle a brandi sa tablette avec le document affiché et a dit, je n'exagère pas, elle a dit, M. Morrison, pourriez-vous expliquer pourquoi votre femme, qui selon l'histoire de votre propre entreprise a aidé à construire cette plateforme, a été exclue de l'événement de ce soir pour ne pas avoir répondu aux critères de sophistication? Je me suis affalé sur la chaise de la terrasse, mes jambes soudainement incapables de me supporter. La pièce est devenue complètement silencieuse, a poursuivi Gwendaline. Sterling a essayé d'expliquer, a dit que c'était sorti de son contexte, que c'était une décision mutuelle. Et puis Karen a dit, mon Dieu, tout le monde l'a entendu. Nous n'investissons pas dans des entreprises dont les dirigeants traitent les gens comme des passifs stratégiques. Si c'est ainsi que vous appréciez la personne qui a aidé à construire votre entreprise, comment traiterez-vous les autres parties prenantes quand cela deviendra commode? Elle a dit ça dans le microphone. Ces mots ont résonné dans la salle de bal. Puis elle a fermé son dossier, s'est levée et est sortie. Toute son équipe l'a suivie. 6 autres firmes internationales sont parties avec eux. Les Américains sont toujours là, mais ils sont tous au téléphone avec leur conseil d'administration. La presse était invitée ce soir. Des blogueurs tech. Des journalistes financiers. Quelqu'un l'a déjà posté sur Twitter. C'est en tendance. Le titre est « Nexus Company exclut sa femme du gala pour manque de sophistication d'entreprise ». J'ai enfin regardé mes propres notifications. Des messages de numéros que je ne reconnaissais pas. Des demandes de connexion sur LinkedIn. Même un texto de ma colocataire d'université me demandant si j'avais vu les nouvelles. Gwendaline a ajouté un dernier détail. Avant que Karen ne parte, elle est passée devant Sterling et a dit assez fort pour que les autres l'entendent, le succès qui nécessite de diminuer ceux qui vous ont aidé à l'atteindre n'est pas un succès. C'est juste de l'ego avec un business plan. C'est ma nouvelle héroïne. Gwendaline a raccroché, me laissant seul avec le verre brisé et le bruit rugissant des vagues. J'ai regardé les chiffres de notification grimper. 57 textos non lus. 31 appels manqués. Les emails se multipliaient comme un virus. Les applications d'actualité financière ont commencé à envoyer des alertes. L'action de Nexus Technologies plonge dans les échanges après la clôture. La société d'investissement allemande se retire de l'accord avec Nexus. Dernière minute, plusieurs investisseurs quittent le gala de Nexus suite à une fuite de documents. Mon téléphone a sonné. La photo de Sterling est apparue, celle de notre mariage où il avait l'air jeune et reconnaissant. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. J'ai finalement commencé à écouter les messages vocaux à 20h47. Le premier message de Sterling portait encore sa voix de PDG contrôlée et mesurée. Lana, nous avons une situation qui nécessite une gestion immédiate. Il y a eu un malentendu sur la documentation de ce soir. Rappelle-moi pour que nous puissions coordonner notre réponse. Cela nous affecte tous les deux. 60 mots. Le deuxième message, horodaté 12 minutes plus tard, montrait des fissures. Lana, je sais que tu reçois ces messages. Les investisseurs allemands se sont retirés. La presse est impliquée. Nous devons présenter un front uni. S'il te plaît, appelle-moi. 40 mots. Au troisième message, sa voix était urgente. Lana, s'il te plaît. Le conseil se réunit en ce moment. Il parle de ma démission. 3 autres firmes viennent de se retirer. C'est 280 millions de dollars d'engagement qui s'envolent. Tu dois m'aider à expliquer ça. Dis-leur que c'était ton choix de ne pas venir. 68 mots. Le quatrième message abandonnait toute prétention. Lana, s'il te plaît. TechCrunch a publié l'histoire.
C'est partout. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Des journalistes, des investisseurs. Le conseil d'administration. Ils disent que j'ai détruit la réputation de l'entreprise. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Pas après tout ce que nous avons construit. 60 mots. Le 5e message était à peine reconnaissable comme étant Sterling, creux et vaincu. L'action est en baisse de 38%. 38%, Lana, tu comprends ce que tu as fait? Le conseil panique. Nous avons besoin que tu dises que c'était mutuel. S'il te plaît, je t'en supplie. 47 mots. Je suis passé au message vocal suivant. La voix de Leland Morrison a rempli mon oreille, froide et menaçante. Lana, c'est Leland. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais tu détruis la réputation de notre famille. La carrière de Sterling est en ruine. Prudence est bombardée d'appels de nos associés. Si tu ne publies pas immédiatement une déclaration soutenant Sterling, je poursuivrai toutes les options légales disponibles. Cette destruction vindicative s'arrête maintenant. 80 mots. Destruction vindicative. Comme si j'avais orchestré ça. Comme si j'avais écrit les documents qui m'excluaient. Le message suivant m'a fait rire, un rire sec et amer. La voix de Prudence, essayant d'être chaleureuse, mais n'atteignant que la condescendance. Lana, ma chère, nous pouvons sûrement gérer ça comme des adultes. Oui, il y a eu quelques malentendus malheureux sur l'événement de ce soir. Mais ce n'est pas une raison pour laisser la carrière de Sterling brûler. Tu peux sûrement mettre tes sentiments de côté pour le bien de la réputation de la famille. Nous t'avons toujours accueilli malgré les différences de nos origines. Ne laisse pas l'orgueil tout détruire. Rappelle-moi pour que nous puissions élaborer une réponse appropriée. 108 mots. Le message suivant était de David Winters, président du conseil d'administration de Nexus, l'homme qui m'avait autrefois appelé « l'arme secrète de Sterling ». J'ai écouté avec une incrédulité croissante. Lana, David Winters ici. Je vous appelle avec une proposition qui pourrait profiter à tout le monde. Le conseil est prêt à vous offrir un contrat de consultant de $200 000 pour 6 mois de travail de conseil. Des tâches réelles minimes. En échange, vous signeriez un accord de non-divulgation standard et publieriez une déclaration clarifiant que vous avez choisi de ne pas assister à l'événement de ce soir pour vous concentrer sur des projets personnels. Cela protège les intérêts de tout le monde et nous permet à tous d'aller de l'avant. Rappelez-moi dans l'heure. 121 mots. Un pot de vin. Ils essayaient d'acheter mon silence. $200 000 pour accepter que j'étais exactement ce qu'ils avaient prétendu. Inutile, peu sophistiqué, mieux absente. Je suis resté assise là, regardant les chiffres grimper. Des emails de Forbes, du Wall Street Journal, de Bloomberg. Chaque journaliste sentant le sang dans l'eau. La batterie de mon téléphone est passée de 60 à 40% juste en traitant les messages entrants. Pendant tout ce temps, j'ai regardé l'océan. Il continuait son rythme ancien, complètement imperturbable par l'implosion qui se produisait à 650 km de là. Les vagues se brisaient et se retiraient, indifférentes au cours des actions et aux réputations d'entreprise. Un autre message vocal de Sterling. Sa voix était creuse, vaincue. Lana, les autres investisseurs partent. Tous. Le gala se termine 2 heures plus tôt. Maman et papa sont partis sans dire au revoir. Je suis dans une salle de bal vide qui nous a coûté $40 000 à louer. Dis-moi juste ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il faudra pour que tu m'aides? Qu'est-ce que je voulais? La question semblait trop grande. Je voulais récupérer les 3 dernières années. Je voulais le mari qui avait pleuré de joie quand notre premier client avait signé. Je voulais la vie que nous avions planifiée avant que le succès n'ait réécrit toutes nos définitions. J'ai réalisé que je ne voulais rien de Sterling, de sa famille ou de Nexus Technologies. Je ne voulais pas d'excuses ni du contrat de consultant que David Winters avait fait miroiter comme une carotte. Je ne voulais même pas de vengeance. Pas vraiment, parce que la vengeance nécessitait de se soucier du résultat. Je voulais le silence. Ils voulaient que je participe à leur panique. Chaque appel, chaque texto, chaque message vocal était une invitation à rejoindre leur chaos, à les aider à gérer les conséquences des décisions qu'ils avaient prises sur ma valeur. Même le pot de vin de David supposait que je pouvais être ramené dans leur récit pour le bon prix. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation et je l'ai maintenu jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université, avant que les smartphones ne deviennent des extensions de nos corps. J'ai trouvé un petit tournevis dans le tiroir de la cuisine du cottage, j'ai retiré le panneau arrière du téléphone et j'ai sorti la batterie. L'appareil est devenu juste un rectangle de verre et de métal, inoffensif et silencieux. La séparation physique m'a semblé significative. Ce n'était pas seulement le mode avion, qui pouvait être annulé d'un simple geste. Cela nécessitait une action délibérée pour inverser, une barrière entre moi et la tentation de vérifier juste un message de plus, d'assister à l'effondrement continu de tout ce qu'il avait construit tout en m'en excluant. Je suis resté assise là, regardant la lumière s'estomper sur le Pacifique. J'avais choisi le silence plutôt que l'engagement. J'avais choisi la paix plutôt que la panique. Je veux que vous compreniez tous que ce fut le moment charnière. Ce fut mon choix de me réapproprier. Si vous écoutez encore à ce stade, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous. Cela me fait savoir que vous êtes géniaux et que je comprends que vous m'accompagnez tout au long de ce voyage. Votre aide est un énorme encouragement et me remonte vraiment le moral. S'il vous plaît, commentez le chiffre 1 pour que je puisse vous reconnaître. Et maintenant, s'il vous plaît, écoutez la suite de mon histoire. L'obscurité était profonde maintenant. Je me suis versé un autre verre de vin. Le verre brisé de tout à l'heure jonchait encore la terrasse, captant la dernière lumière comme des grenades éparpillées. Je le nettoierai demain. Ce soir, je voulais juste m'asseoir avec ce soulagement étrange et déstabilisant. Vers minuit, j'ai entendu des pas sur le chemin de gravier. Elena est apparue, portant un thermos et vêtue d'un épais cardigan par-dessus ses vêtements tachés de peinture. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage, au téléphone démembré sur la table, et s'est installée sur l'autre chaise sans demander la permission. Bonne ou mauvaise nouvelle ? A-t-elle demandé, en versant quelque chose de chaud et de parfumé de son thermos dans une tasse qu'elle avait apportée pour moi. J'ai réalisé que c'était une tisane qui sentait le réconfort. Je ne suis pas sûr encore, ai-je dit honnêtement. Puis, parce que l'obscurité et sa présence rendaient l'honnêteté plus facile, j'ai ajouté, l'entreprise de mon mari vient de s'effondrer lors d'un gala auquel je n'étais pas invité. Les investisseurs sont partis. Sa carrière est probablement terminée. Et je suis assise ici à ressentir quelque chose qui n'est pas tout à fait du bonheur, mais qui n'est pas non plus de la tristesse. Le soulagement, a dit simplement Elena. Vous ressentez du soulagement. Je l'ai regardée, cette femme que je connaissais depuis moins d'une semaine, et j'ai senti les larmes monter. Pas les larmes chaudes et en colère que j'avais versées à Seattle, mais des larmes plus fraîches, presque purificatrices. Je devrais me sentir mal, ai-je dit. Je devrais vouloir l'aider, ou au moins avoir pitié de lui. Mais je n'arrête pas de penser au calme qu'il y a ici. À la façon dont l'océan se fiche de tout ça. Elena est restée silencieuse un moment, sirotant son thé. Puis elle a dit, j'ai quitté un cabinet d'avocat il y a 15 ans. Un cabinet de premier ordre à Manhattan où j'avais passé une décennie à travailler 100 heures par semaine. Je venais de leur gagner leur plus grosse affaire, une société pharmaceutique. Un enjeu à 9 chiffres. Elle a fait une pause et je pouvais voir le souvenir se jouer sur son visage. Je pensais que c'était pour devenir associé. On m'avait promis la promotion. Au lieu de cela, l'associé directeur m'a dit que je n'avais pas l'étoffe d'une associée. Il a dit que j'étais brillante au tribunal. Mais que je manquais du vernis et de la présentation que leurs clients attendaient. Trop intense, trop concentré sur le travail au lieu de la performance. Il a suggéré que je serais peut-être plus heureuse dans un cabinet plus petit où les attentes étaient différentes. Après que vous ayez gagné les millions, ai-je dit. Après que j'ai gagné les millions, a-t-elle confirmé. Alors, je suis parti ce jour-là, j'ai fait mes cartons cette semaine-là, et j'ai traversé le pays jusqu'à ce que je trouve cet endroit, j'ai acheté le cottage avec mes économies, j'ai commencé à peindre, et je ne suis jamais revenu. Vous ont-ils appelé, ont-ils essayé de vous faire revenir, ai-je demandé. Elena a souri, du genre de sourire qui contenait des années de sagesse acquise. Ils ont appelé pendant des mois. L'affaire que j'avais gagnée a commencé à avoir des complications. Le client n'était pas content de l'avocat remplaçant. Ils m'ont offert le poste d'associé senior, mon nom sur la porte. Je n'ai jamais répondu. Finalement, ils ont arrêté d'appeler. Elle s'est penchée en avant. Vous savez ce que j'ai appris ? Le silence est la réponse la plus puissante aux gens qui ont fondamentalement mal compris votre valeur. Ils s'attendent à de la colère, de la blessure ou de la négociation,
mais le silence les force à assumer leurs décisions sans votre participation. J'ai hoché la tête lentement. Ce simple acte, retirer la batterie, avait été mon acte de force ultime. La semaine à Cannon Beach s'est étendue à 8 jours, puis 10. Chaque matin, je me réveillais au son des vagues et à l'absence d'urgence. Le 11e matin, je me suis réveillé avec un sentiment différent, une clarté que le silence avait fait son travail. Je savais ce que je voulais maintenant. J'avais besoin de voir ce qui restait de la vie que j'avais laissée derrière moi. Le trajet de retour à Seattle m'a semblé plus long que la fuite. Les arbres le long de l'autoroute étaient dépouillés de leurs feuilles, tout était rendu dans des tons de gris qui correspondaient à mon incertitude. J'ai rallumé mon téléphone ce matin-là, le laissant charger pendant que je faisais mes bagages, mais je n'ai pas regardé les messages. La ville est apparue à travers la pluie vers 16 heures. J'avais vécu ici pendant 7 ans, mais en conduisant vers notre Pentouse, je me sentais comme une touriste. Le parking de notre immeuble a raconté la première histoire. Je me suis garé à ma place désignée et j'ai remarqué que la Tesla de Sterling avait disparu. À sa place, il n'y avait rien, juste du béton vide marqué des faibles traces de pneus de son départ. Je suis resté assise dans ma voiture un long moment, moteur éteint, essayant de me préparer à ce qui m'attendait à l'étage. J'ai réalisé que je n'avais pas peur de lui. J'avais peur du vide. Le Pentouse semblait abandonné dès que j'ai ouvert la porte. Tous les meubles étaient là. Toutes les œuvres d'art choisies avec soin étaient encore accrochées au mur, mais il y avait un vide qui n'avait rien à voir avec l'occupation physique. L'air était vicié. J'ai traversé la pièce lentement, notant les petites absences qui marquaient son départ. Ses articles de toilette avaient disparu de la salle de bain, le placard était à moitié vide là où ses costumes avaient été suspendus. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai trouvé une seule enveloppe avec mon nom écrit d'une écriture que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce, le langage formel et froid. Différence irréconciliable apparaissait plusieurs fois, chaque instance étant une traduction bureaucratique de 3 ans d'effacement progressif. Il n'y avait pas de mots. Sterling avait communiqué sa décision finale par l'intermédiaire de son avocat, maintenant sa distance professionnelle même dans la dissolution de notre mariage. J'aurais dû ressentir quelque chose, de la colère, du chagrin, ou même du soulagement. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une curiosité distante, comme si je lisais le divorce de quelqu'un d'autre. Les papiers ne demandaient rien de déraisonnable. Le partage des biens serait négocié. Le bail du Pentouse était aux 2 noms. Tout pouvait être géré par des avocats. Aucune communication directe n'était requise. J'ai laissé les papiers sur le comptoir et j'ai regardé les lumières de la ville commencer à briller. Quelque part là-bas, Sterling vivait dans un appartement de fonction, probablement encore en train de travailler sa présence de dirigeant. La pensée ne m'apportait aucune satisfaction, aucune vengeance. C'était simplement ainsi. Le lendemain matin, j'ai rencontré Catherine Wright, l'avocate que l'ami d'Elena avait recommandée. Son bureau occupait une modeste suite loin des tours étincelantes où résidaient les cabinets d'élite de Seattle. Le mobilier était confortable plutôt qu'impressionnant. J'ai examiné la demande de divorce, a dit Catherine une fois que nous nous sommes installés avec du café. Langage simple, pas de demandes inhabituelles, mais je pensais que vous devriez savoir ce qui s'est passé avec Nexus Technologies depuis l'incident du gala. Elle a sorti un dossier épais d'articles imprimés et de documents financiers. La première page montrait un graphique de la valorisation de l'action de Nexus, la ligne chutant comme une falaise après le 7 octobre. Baisse de 40% de la valorisation, a poursuivi Catherine, son doigt traçant la descente. 3 membres du conseil d'administration ont démissionné, y compris votre ancien beau-père, Leland Morrison. L'entreprise a perdu non seulement l'investissement allemand mais aussi 2 autres firmes internationales. Retrait total de capital d'environ 400 millions de dollars. J'ai regardé les chiffres. 400 millions de dollars. Le chiffre semblait abstrait, trop grand pour être rattaché aux petites décisions qui avaient mené à cela. La position de Sterling, ai-je demandé. Toujours PDG techniquement, mais le conseil d'administration l'a dépouillé de plusieurs autorités clés. Il est essentiellement un prête-nom maintenant pendant qu'il cherche un remplaçant. Elle a fait une pause. Ses parents, Prudence et Leland, ont retiré leur soutien financier 2 jours après le gala. Selon mes sources, Prudence Morrison a dit à plusieurs personnes de son country club qu'ils devaient protéger leurs autres investissements de l'association avec le scandale. L'ironie était lourde. Prudence,
qui avait été si préoccupée par ma présence en voyant le mauvais signal aux investisseurs, avait elle-même envoyé le signal le plus clair possible en abandonnant son fils lorsque sa réputation est devenue un handicap. Il y a plus, a dit Catherine, en faisant glisser un autre document sur son bureau. Les plans d'expansion internationale ont été suspendus indéfiniment. Les bureaux de Londres et de Singapour qui devaient ouvrir le trimestre prochain ont été annulés. Plusieurs employés clés sont partis chez des concurrents. Combien d'employés? 43 au cours des 10 derniers jours. Y compris la plupart de l'équipe d'ingénierie originale qui a construit la plateforme avec vous et Sterling. J'ai pensé à ces bons ingénieurs qui avaient accepté des baisses de salaire pour rejoindre une start-up, travaillant des heures impossibles parce qu'ils croyaient en ce que nous construisions. Maintenant, ils partaient. Mon téléphone a sonné. Le nom de Gwendaline. J'ai répondu, la mettant sur haut-parleur avec la permission de Catherine. Lana, Dieu merci, a dit Gwendaline, sa voix tendue par le stress. Tu es de retour à Seattle? On peut se voir? Le bureau ressemble à un cimetière. La moitié des bureaux sont vides. Ceux qui ne sont pas vides sont occupés par des gens qui mettent à jour leur profil LinkedIn. Sterling? Il quitte à peine son bureau. Quand il le fait, on dirait qu'il n'a pas dormi depuis des jours. Prudence et Leland ne sont pas venus à une réunion du conseil depuis que le scandale a éclaté. Les gens disent qu'ils ont trop honte pour se montrer. J'ai arrangé de rencontrer Gwendaline pour un café cet après-midi-là dans un petit endroit près de Pike Place Market, choisissant délibérément un lieu loin des bureaux de Nexus. Gwendaline avait l'air épuisée quand elle est arrivée, son apparence parfaite adoucie par des cernes sous les yeux. Nous avons trouvé une table d'angle où nous pouvions parler sans être entendus. C'est en train de mourir, a-t-elle dit sans préambule. L'entreprise. J'ai vécu des acquisitions et des licenciements avant, mais là c'est différent. C'est comme regarder quelque chose pourrir de l'intérieur parce que les fondations étaient corrompues depuis le début. Elle a fait une pause pour siroter son café. Les investisseurs exigent activement la démission de Sterling. Pas suggérer, exiger. Les membres restants du conseil essaient de trouver comment le renvoyer sans déclencher la clause de son contrat qui lui donnerait une énorme indemnité de départ. Ils pensent que c'est une question de relations publiques, de gestion d'un récit, ai-je observé. Exactement. Il ne comprend pas que les gens ont vu exactement qui il est et ont décidé qu'ils ne veulent pas faire affaire avec cette personne. Mon téléphone a vibré avec une notification de mail. Le nom de l'expéditeur m'a fait marquer une pause. Karen Hoffman, l'investisseuse allemande dont le départ avait tout déclenché. La ligne d'objet disait simplement « Une conversation qui en vaut la peine ». Je l'ai ouvert pendant que Gwendaline regardait, curieuse. Le message était bref et direct. Madame Morrison, j'espère que ce message vous trouve bien. Je voulais vous contacter personnellement suite aux événements du 7 octobre. J'ai suivi votre carrière et vos contributions à Nexus Technologies, et je crois que vous avez été systématiquement effacé d'un récit que vous avez aidé à créer. J'aimerais discuter du financement d'un cabinet de conseil sous votre direction. Quiconque a aidé à construire une entreprise à partir de rien tout en étant diminué à chaque tournant mérite la chance de construire quelque chose où sa valeur est reconnue. Je serai à Seattle la semaine prochaine si vous êtes disponible pour une rencontre. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai montré à Gwendaline, qui l'a lu une fois et a commencé à rire. Le son légèrement hystérique de quelqu'un qui attendait une bonne nouvelle dans un désert de catastrophe. Oh mon Dieu, a dit Gwendaline, en essuyant une larme de son œil. Karen Hoffman veut vous financer. Elle contrôle 2 milliards de dollars d'actifs. Elle ne fait pas d'offres à la légère. L'email est resté sur l'écran de mon téléphone, brillant de possibilités. Quelque part à travers la ville, Sterling passait des appels désespérés qui restaient sans réponse. Son empire s'effondrait sous le poids des décisions prises en consultation avec des conseillers familiaux qui avaient valorisé la sophistication plutôt que la substance. Et ici, dans un modeste café, loin des tours de l'ambition, quelqu'un m'offrait la chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose où ma valeur n'aurait pas besoin d'être défendue parce qu'elle serait fondamentale pour les fondations. J'ai regardé Gwendaline, puis de nouveau l'email, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la vengeance, pas de la justification, juste la reconnaissance tranquille que parfois, la réponse la plus élégante à l'effacement est de devenir impossible à ignorer. J'ai tapé ma réponse là, dans le café, mes pouces se déplaçant sur l'écran du téléphone pendant que Gwendaline regardait avec une excitation à peine contenue. Le message était simple, professionnel, acceptant son offre de rencontre la semaine suivante.
Quand j'ai appuyé sur envoyer, Gwendaline a tendu la main par-dessus la table et m'a serré la mienne. La rencontre avec Karen a eu lieu dans une salle de conférence d'hôtel surplombant Elliott Bay, en territoire neutre. Elle est arrivée exactement à l'heure, sa présence imposante sans être agressive, vêtue d'un tailleur qui parlait de qualité plutôt que d'étalage. « Merci de me rencontrer », a-t-elle dit. « J'ai fait mes recherches sur vos contributions à Nexus Technologies. L'architecture initiale de la plateforme, la stratégie d'acquisition de clients entreprises. Le financement relais qui a maintenu l'entreprise en vie au 6e mois. Tout est documenté dans les premiers dépôts avant que quelqu'un ne décide de modifier le récit. » Elle a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents que j'avais presque oubliés. Des premières présentations aux investisseurs avec mon nom listé comme cofondatrice, des chaînes de mails montrant mes contributions techniques, même une photo de Sterling et moi ensemble dans notre bureau de garage. « C'est qui vous étiez avant d'être effacé ?» a poursuivi Karen. « Je veux financer le cabinet de conseil qui vous permettra d'être à nouveau cette personne. Pas au service de la vision de quelqu'un d'autre, mais en construisant la vôtre. » 6 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau bureau au 7e étage d'un immeuble à Fremont, loin des tours du centre-ville. L'espace était modeste, 3 pièces avec de grandes fenêtres donnant sur le Puget Sound. Mon nom était sur la porte en lettres simples, Morrison Strategic Consulting. J'avais gardé le nom de famille de Sterling, non par sentimentalisme, mais parce que c'était toujours légalement le mien, et le changer me semblait lui accorder plus d'attention qu'il ne le méritait. De plus, il y avait une certaine poésie à construire quelque chose de réussi sous le même nom qu'il avait essayé d'exclure de ses réalisations. Le cabinet a été lancé discrètement en avril. Karen avait tenu parole, fournissant un financement de démarrage et me mettant en contact avec des fondateurs qui valorisaient la substance plutôt que la performance. En 2 mois, j'avais 3 clients majeurs. Le premier était une start-up de biotechnologie fondée par une femme, une entreprise développant des outils de diagnostic. La fondatrice, le Dr Sarah Chin, a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un qui comprenait ce que signifiait construire quelque chose de réel tout en étant entouré de gens plus intéressés par les apparences. Je l'ai aidé à structurer sa présentation de série A, la mettant en contact avec des investisseurs qui posaient des questions sur sa science avant de s'enquérir de son pédigré. Le deuxième client est venu par l'intermédiaire de Gwendaline, qui avait finalement quitté Nexus en mars. Elle a rejoint une start-up de fintech en phase intermédiaire et m'a recommandé à leur PDG qui avait besoin d'aide pour naviguer l'expansion sans perdre la culture qui les avait fait réussir. Je les ai aidés à se développer sans sacrifier les valeurs qui avaient attiré leurs premiers employés. Le troisième était une organisation à but non lucratif axée sur l'éducation technologique dans les communautés mal desservies. Un travail modestement rémunéré mais qui comptait d'une manière que Nexus n'avait jamais fait. Le directeur exécutif m'a dit qu'il voulait quelqu'un qui comprenait que l'impact n'était pas toujours mesuré en valorisation et en stratégie de sortie. Mon bureau était meublé simplement. Un bureau solide que j'avais trouvé dans une vente de succession, des chaises confortables pour les clients, des étagères contenant des textes sur la stratégie et le leadership aux côtés de romans. Sur un mur étaient accrochés plusieurs des tableaux abstraits et vibrants d'Elena, un rappel de Cannon Beach. Mais la pièce la plus importante se trouvait sur mon bureau dans un cadre simple, une photo que j'avais prise cette nuit d'octobre, le coucher de soleil sur le Pacifique, brillant comme une braise. L'image ne contenait aucune personne, aucun logo d'entreprise, aucun marqueur de succès ou d'échec. Je regardais cette photo chaque matin. C'était un rappel que la forme la plus élégante d'aller de l'avant n'était pas dramatique ou calculée. C'était simplement de construire quelque chose de vrai. Pendant que d'autres découvraient les conséquences de leurs propres choix, des nouvelles de Sterling me parvenaient occasionnellement par les canaux professionnels, le genre d'informations qui circulent dans la communauté technologique de Seattle. Il est resté PDG de Nexus Technologies, bien que l'entreprise qu'il dirigeait ne ressemblait guère à ce que nous avions construit ensemble. La valorisation s'était stabilisée à environ 40% de son pic. Les plans d'expansion internationale restaient suspendus. En mai, Gwendaline m'a transmis une annonce du Seattle Times avec un seul mot de commentaire, « Waouh ». Sterling était fiancé à Vanessa Hartley, fille d'une famille éminente de Seattle dont la richesse précédait les booms technologiques. Prudence avait été citée dans l'annonce, décrivant Vanessa comme « issue d'une bonne famille qui comprend vraiment notre monde ». J'ai étudié la photo de fiançailles, cherchant des traces de l'homme que j'avais épousé. Sterling se tenait dans son costume de créateur, Vanessa à ses côtés. Tous deux souriaient, les sourires prudents de personnes qui comprenaient qu'elles jouaient pour un public.
Il avait obtenu tout ce qu'il voulait apparemment, le bon type d'épouse, le titre de PDG, l'approbation qualifiée de sa mère. Mais l'image contenait un vide que même la photographie professionnelle ne pouvait dissimuler. Selon les sources de Gwendaline, Sterling se rendait toujours au bureau tous les jours, portait toujours ses cravates Hermès, mais il dirigeait une entreprise qui avait perdu son élan et son âme. La culture innovante que nous avions cultivée à nos débuts avait été remplacée par une aversion prudente au risque. La position sociale de la famille Morrison avait changé, causant une détresse particulière à Prudence. Prudence et Leland s'étaient discrètement retirés de plusieurs comités de country club. Leur célèbre fête de Noël, qui avait autrefois attiré 200 invités, s'était réduite à un dîner modeste. Leland avait été entendu dans un restaurant, nous n'aurions jamais dû encourager les ambitions de Sterling au-delà de ses capacités. Une déclaration qui en révélait plus sur les valeurs de la famille Morrison que n'importe quelle présentation publique peaufinée ne l'aurait jamais fait. Lorsque le succès était assuré, il s'était attribué le mérite de la vision de Sterling. Lorsqu'il a vacillé, ils l'ont blâmé d'avoir visé trop haut. La famille qui m'avait jugé insuffisamment sophistiqué était elle-même devenue prudente quant à ses apparitions publiques. Je me suis détourné de mon ordinateur et j'ai regardé le Puget Sound, observant un ferry traverser l'eau. Mon téléphone était posé sur le bureau à côté de la photographie de Cannon Beach, silencieux à l'exception des appels professionnels légitimes. Pas de messages vocaux désespérés, pas de panique. Elena était venue le mois dernier. Elle avait traversé le bureau et avait simplement dit, « Tu l'as fait. Tu as construit quelque chose qui est vraiment à toi. » J'avais appris quelque chose d'important pendant cette semaine sur la côte. La vengeance la plus élégante n'était pas planifiée ou exécutée avec une stratégie minutieuse. Il ne s'agissait pas de faire souffrir quelqu'un. C'était plus simple que ça. C'était de construire une vie si fermement ancrée dans ses propres valeurs que les jugements des autres devenaient sans importance. C'était de trouver la paix dans la distance entre qui ils avaient décidé que vous étiez et qui vous étiez réellement devenu. Sterling avait son titre, sa fiancée appropriée et l'approbation qualifiée de sa mère. Il portait ses costumes de créateur dans un bureau qui se vidait de plus en plus chaque trimestre, ayant gagné l'apparence du succès tout en perdant tout ce qui lui donnait un sens. Et moi, j'étais assise dans mon modeste bureau, aidant des fondateurs à se souvenir que ceux qui construisent l'échelle méritent aussi de la gravir. Travaillant avec des clients qui valorisaient la substance plutôt que la sophistication, construisant quelque chose qui semblait vrai. L'océan ne se souciait pas des cercles d'élite ou du positionnement stratégique. Il maintenait simplement son rythme ancien, indifférent à l'ambition humaine. J'avais appris à porter cette indifférence en moi, non pas comme de la froideur, mais comme de la liberté. La liberté de construire sans se produire. De réussir sans diminuer les autres. De trouver la paix en étant simplement assez, exactement comme j'étais. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si cela a résonné en vous, si vous savez ce que c'est que d'être sous-évalué puis de trouver votre propre chemin, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Faites-moi savoir votre moment de vengeance préféré dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Cela aide cette chaîne plus que vous ne l'imaginez. Alors que les vagues poursuivent leur danse intemporelle avec le rivage, cette histoire nous laisse avec une vérité profonde. La mesure de notre valeur n'est jamais dictée par les perceptions des autres ou leurs définitions éphémères du succès. Elle nous rappelle que la vraie valeur réside dans l'authenticité, la résilience et le courage de nous réapproprier lorsque le monde essaie de nous diminuer. Le parcours de Lana nous enseigne que parfois, s'éloigner de ce qui ne nous sert plus est le pas le plus courageux vers la recherche de la paix et du but. Dans la vie, il y aura toujours des voix qui tenteront de définir qui nous sommes ou où nous appartenons. Mais le pouvoir de décider de notre chemin, de notre identité et de notre valeur ne réside qu'en nous. Les victoires les plus significatives ne se trouvent pas dans la vengeance ou la validation des autres, mais dans la force tranquille de construire une vie qui s'aligne sur nos valeurs et nos aspirations. Et vous? Avez-vous déjà fait face à des moments où vous avez dû redécouvrir votre valeur et reconstruire votre chemin? Partagez vos pensées ci-dessous ou commentez simplement « Bien » si cette réflexion résonne en vous. Inspirons-nous mutuellement à nous relever plus fort et à vivre authentiquement.